Fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, M. Amadou Koïta, porte-parole du gouvernement, a tenu son briefing hebdomadaire ce jeudi 20 septembre 2018 au Centre d'information gouvernementale du Mali, Sigma. Le ministre Koïta a commenté les grandes décisions du Conseil des ministres du mercredi 19 septembre 2018. On fait le point avec Al-Amidou Badini. Au cours de cette traditionnelle conférence de presse, le ministre Amadou Koïta est revenu sur les grandes décisions prises lors de ce conseil. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant loi des finances pour l'exercice 2019. Le premier projet de loi est relatif à la loi des finances 2018. Cette loi s'inscrit dans la mise en œuvre du budget programme. Elle s'articule autour de 145 programmes, 328 actions, 457 objectifs et 1097 indicateurs. Donc pour l'année 2019, les ressources, sinon les recettes budgétaires sont évaluées à 2023 milliards 150 millions de francs CFA contre 1957 milliards 625 millions de francs CFA dans la loi des finances 2018, soit une progression de 3,35%. Les charges qui sont également constituées par les dépenses budgétaires et également les charges de trésorerie sont également évaluées à 2410 milliards 400 millions de francs CFA contre 2330 778 milliards, plutôt 778 millions dans la loi des finances 2018. Il y a également une progression de 3,42%, soit un déficit de 385 milliards 250 millions de francs CFA. Donc ce déficit sera financé par les ressources de l'aide de l'extérieur et également par l'épargne à travers des emprunts qui seront émis par le Trésor sur le marché financier. Un projet de texte autorisant la participation de l'État au capital social de la Société des mines de Kofi SA, dénommée MICO SA. Il s'agit d'un projet de texte autorisant la participation de l'État à la Société Kofi SA, qui est une société minière dans la région de Kai, dans le cercle de Kenyeba. Donc comme vous le savez, le code minier et la convention des établissements, à chaque fois qu'il y a la création d'une société minière, la part de l'État, c'est d'abord 10% qui sont donnés de façon gratuite et les 10 autres pourcents, l'État peut pourvoir également aux 10 autres pourcents, mais la quote-part de l'État au capital social ne peut pas dépasser 20%. Donc après les 10%, l'État décide de racheter également 20%. Donc cette société minière va surtout permettre de créer 79 emplois permanents et va également générer de ressources substantielle au trésor public à hauteur de 16 milliards de francs CFA et participera également au développement économique de la localité. Un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'un échangeur, d'un viaduc, ainsi que l'aménagement de 10 km de voirie urbaine dans la ville de Sikasso. Troisième dossier, projet de décret présenté par le ministre des Finances et le projet de décret portant autorisation et déclaration d'utilité publique pour les travaux de construction d'un échangeur à Sikasso, d'un viaduc et également ainsi que l'aménagement de 10 km de voirie. Comme vous le savez, hier nous avons construit l'échangeur à Ségou. Aujourd'hui, il a été décidé également de construire un échangeur à Ségou avec une voirie de 10 km, mais ces travaux vont entraîner l'empiètement de certaines propriétés privées. Donc, comme le stipule également le code foncier et domanial, à chaque fois que ce cas s'avère, l'État est obligé de prendre une décision déclarant ces travaux d'utilité publique, et ce qui permet d'exproprier et également de remettre les ayants droit dans leurs droits. Donc ces travaux vont permettre de développer la ville de Sikasso, de faciliter, sinon d'améliorer la mobilité urbaine, et également de développer les échanges économiques
tant sur le plan national qu'international. Sur le rapport du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du document de politique nationale de solidarité, un projet de décret portant approbation du document de stratégie nationale de financement de la couverture sanitaire universelle et son plan d'action 2018-2022, un projet de décret portant approbation du plan d'action humanitaire 2018-2022. Les 3 autres dossiers ont été présentés par le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Il s'agit surtout du projet de décret portant approbation de la politique nationale de la solidarité et également du projet de décret portant approbation de la stratégie nationale de financement de la couverture sanitaire universelle et également du projet de décret portant approbation du plan d'action de l'action humanitaire plutôt 2018-2022. Ces 3 dossiers avaient fait l'objet ici également. Cette fois-ci, il s'agit tout simplement de prendre en décret, de prendre des décrets pour les appliquer. Rappelons qu'au cours de cet énième briefing hebdomadaire, le ministre porte-parole du gouvernement s'est réjoui de la libération du coordinateur de l'ONG El Farouk par les forces de sécurité maliennes. Actualité sur tout autre plan, dans le cadre de la commémoration d'Ashura par la Oumma islamique, l'association Al-Beit a organisé plusieurs activités, dont des prêches depuis le début du mois Muharram, premier mois lunaire du calendrier hijrien. Une cérémonie de clôture a mis fin à ces activités de l'association Al-Beit à son siège à Korofina en présence de l'ambassadeur d'Iran au Mali. Reportage Abdou Karim Sako. Créée depuis le 18 juin 2003, l'association Ahlal Bayt se fait défenderesse de la cause mohammedienne à travers leur amour et attachement à la noble descendance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Elle a célébré l'Ashura, 10e jour du premier mois lunaire du calendrier musulman. À cet effet, plusieurs prêches ont été organisées pendant les 10 premiers jours du mois de Muharram, au centre desquels il a été beaucoup question de la famille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La commémoration de cette journée organisée par l'association Jamiat Ahlul Bayt et, n'est-ce pas, le guide de tous ses partisans n'est autre que montrer à l'endroit du monde entier ce qui s'est réellement passé aujourd'hui est l'assassinat de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un de ses fils qui s'appelle Imam Hussein, qui est le fils également de sa fille bien-aimée Fatima Zahra. Donc chaque année les chiites se réunissent pour en réalité magnifier, montrer au monde musulman leur deuil à l'endroit de ceux-là en réalité qui ont causé ces torts aux musulmans. Voilà pourquoi on se réunit tous les ans pour commémorer cette journée. Pour bon nombre de fidèles musulmans, Ashura est jour de fête car Dieu aurait accordé la victoire à plusieurs de ses prophètes sur ses ennemis à un jour d'Ashura. Tandis que pour la communauté chiite, c'est plutôt un jour de consternation et de deuil car, estime-t-elle, l'imam Hussein, petit-fils du prophète, a été assassiné à un jour d'Ashura à Karbala en Irak. Nous avons l'habitude d'entendre dans les années passées que effectivement le jour d'Ashura est un jour de fête pour d'autres. Et d'autres également, comme nous les chiites, pensent que c'est un jour de deuil. Ceux-là qui pensent que c'est un jour de fête ont leur raison, mais leur raison qui est trop faible par rapport à la raison avancée par nous les chiites. Quand on rentre dans l'histoire de l'islam, nous sommes tous unanimes là-dessus que réellement ce qui s'est réellement passé, ça c'est l'assassinat de la famille du prophète. Et qui connaît le jour de deuil est fait quand la joie et mécontentement, si les deux se coïncident, obligatoirement c'est le mécontentement qui prime. Donc voilà, c'est un jour de deuil et non un jour de fête. Rappelons que la commémoration d'Ashura par l'association Ahlal Bayt a pris fin par une cérémonie à son siège à Korofina en présence de l'ambassadeur iranien Mohammad Mouahid. Voilà le collectif national des acteurs des marchés du Mali
Conformément aux dispositions de son règlement intérieur, a mis en place le bureau communal de la commune D du district de Bamako. Placé sous le haut parrainage de M. Boubacar Tandja et de Mme Keita Mami Sidibé, la cérémonie a enregistré la présence de plusieurs commerçants de la dite commune. C'était ce jeudi 20 septembre 2018 au marché Bomboli Nyari. On fait le point avec Al-Amidou Badini. Cette cérémonie du collectif national des acteurs des marchés du Mali, qui a débuté avec une séance de bénédiction, entre dans le cadre de l'opérationnalisation et la mise en place effective des structures locales et régionales du collectif des acteurs des marchés du Mali. Aujourd'hui, atteste à suffisance la dynamique enclenchée pour la mise en place des bureaux communaux. Votre présence massive, chers invités, nous réconforte et nous fait croire la justesse des causes que nous défendons. Nous vous remercions très sincèrement de cette reconnaissance. Notre organisation s'est attelée à la tâche et a empêché le bradage, l'émiettement de nos marchés. Il a aussi, de par ses actions de sensibilisation, amené les commerçants détaillants à une prise de conscience de leurs forces financières et la nécessité de se regrouper pour faire sortir nos marchés du marasme. Honorables invités, vous pouvez constater avec nous l'état préoccupant du marché Bomboli et l'urgence de le moderniser. Chers invités, son cas n'est pas exceptionnel. Nous pouvons citer, entre autres, les marchés Sabalibougou, Djikoroni Para, TSF, Moussabougou, etc., etc. Pour le parrain, c'est une fierté et une satisfaction totale d'être choisi parmi tant d'autres. Il s'est dit de même prêt à accompagner le collectif pour l'atteinte de ses objectifs. Oui, ça va continuer bien sûr. Nous sommes là pour eux. Et on va travailler toujours ensemble. C'est main dans la main que le pays avance. Nous avons besoin d'eux et eux aussi, ils ont besoin de nous. Et ça, on est ouvert, on va les accompagner. Ce n'est pas eux seulement, il y a beaucoup d'associations aussi. Mais c'est cet événement qu'on s'en profite pour remercier Mme Keita Mami Sidibé. Sinon, il y a beaucoup d'autres associations dont elle travaille avec ces gens. Il s'agit de la mise en place du bureau communal des collectifs des commerçants qui s'est élargi aujourd'hui dans les communes et qui sera bientôt élargi à l'échiquier national. Cela montre que les commerçants détaillants ils sont ensemble. Cela montre qu'ils sont souciés du développement de leurs activités. Et cela montre qu'ils sont souciés du développement même du pays. Comme vous le savez, il n'y a aucun développement dans un pays sans son secteur privé. Donc ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui, ils nous ont montré qu'ils veulent être ensemble, la main dans la main, pour vraiment régler leurs problèmes, dans l'entente, dans la cohésion. Et en tant que parrains, c'est ce que nous les avons demandé d'être ensemble, d'être soudés, parce qu'on ne peut rien régler sans l'entente, sans la cohésion. Notons que la commune dispose de 9 marchés avec un bureau de 13 membres dirigé par M. Abdoulaye Sissé, qui sont désormais rompus à la tâche et déterminés à se battre pour sauvegarder les intérêts des commerçants de la commune du district de Bamako. Le collectif national des acteurs des marchés du Mali a été créé en 2015 par la volonté des hommes et des femmes déterminés pour faire face aux énormes difficultés de nos marchés. Pour un cadre de vie idéal et bien assaini, le Centre national de la promotion du volontariat en collaboration avec les ministères en charge de la jeunesse, de l'emploi et de la construction citoyenne et celui de l'environnement ont organisé ce vendredi 21 septembre au Carrefour des Jeunes de Bamako une cérémonie de remise des kits de nettoyage pour le ramassage d'ordures et déchets plastiques sur l'avenue du Mali après les festivités du 22 septembre. Amidou Badini et Samaïra Sanogo. C'est devenu une tradition. Après chaque grand événement, le Centre national de promotion du volontariat au Mali organise une journée de nettoyage afin de rendre propre le cadre de vie. Une manière d'apporter leur pierre à la construction de l'édifice national. Nous sommes des appelés naturels du pays. Nous sommes prêts à donner même notre sang pour ce pays. Nous, je le dis tout le temps, les volontaires veulent toujours venir en méritant, mais pas en demandeur.
Notre action s'inscrit dans l'exemplarité. Nous voulons donner l'exemple de notre citoyen, de notre engagement citoyen. Nous n'avons pas sollicité un partenaire pour avoir un financement. Ce sont avec nos maigres moyens que nous avons décidé de nous engager à faire un balai citoyen au niveau de l'avenir du Mali à la faveur de l'anniversaire de notre indépendance via le Mali. Avec nos maigres moyens, nous sommes toujours prêts à nous investir. Et les autres, si on donne l'exemple, si ça agrée aux autres, ils viendront nous trouver en chemin. Cette activité, les volontaires nationaux entendent contribuer à l'amélioration de notre cadre de vie d'une part, et d'autre part donner un exemple sur la sauvegarde de notre environnement, gage d'un développement durable. C'est pourquoi, fidèles à notre engagement civique et patriotique, nous, volontaires nationaux, s'engagent à mener cette opération d'assainissement avec plaisir et fierté pour notre chère patrie, partout où le besoin sera. À cet effet, nous prenons l'engagement solennel, ici devant vous, d'accomplir la présente mission avec le plus grand dévouement et l'abnégation qu'il faut. Pour les représentants des ministères partenaires, c'est un devoir patriotique et il mérite d'être pérennisé car il contribue beaucoup à l'épanouissement de l'humanité. Et je pense que notre département en charge de l'environnement du Mali s'en réjouit parce qu'ils sont là aussi à contribuer aussi pour développer notre cadre de vie. Et notamment qui parle vraiment d'assainir le milieu, parle du développement de notre pays. Comme vous le savez, les sachets plastiques constituent une problématique majeure, notamment dans notre vie quotidienne. Comme vous constatez avec moi, l'instabilité visuelle de la ville, comme vous le savez, l'obstruction des caniveaux et le retenue d'eau dans notre corps qui provoque d'importantes risques d'avertissement pour les mosquées, qui provoque d'importantes maladies cancérigènes. Et donc si les volontaires vraiment aient alors cette conscience et vraiment alors de venir se mobiliser aux côtés de la jeunesse pour pouvoir vraiment alors relever ces multiples défis, nous sommes là à s'en réjouir et nous sommes très fiers de la jeunesse pour vraiment alors accomplir cette mission. C'est un sentiment de satisfaction, un sentiment d'espoir. Parce que quand on voit les jeunes volontaires s'engager dans l'assainissement, dans le nettoyage des lieux qui abritent les festivités du 22 septembre 2018, ça nous réconforte beaucoup parce que c'est l'initiative des jeunes volontaires encadrés par le Centre national de promotion du volontariat. Ces jeunes, à travers leur action, participent à l'assainissement. Qui dit assainissement, ça a un impact sur la santé, ça a un impact sur le cadre de vie des populations et ça a un impact sur le développement. Et à travers cette action, ce sont des jeunes qui s'engagent dans la citoyenneté, dans le civisme, dans le volontariat et permettre à d'autres jeunes d'avoir les mêmes comportements de citoyenneté. Ils seront environ 300 jeunes à prendre part à cette activité de salubrité du Centre national de promotion du volontariat au Mali, qui a vu le jour en 2011 et dont les projets sont rendus possibles grâce au concours du PNUD et plusieurs autres organisations. C'était plutôt un reportage signé par Samaïra Sanogo et Draman Mali. À présent, suivons ensemble le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale en bref et en images, commenté par Al-Amidou Badini. L'opposant ougandais Bobi Wine est de retour dans son pays. Il est arrivé ce jeudi vers 13h, heure locale à l'aéroport d'Entebbe. À peine a-t-il foulé le sol ougandais que la police l'a conduit dans un commissariat. Depuis les États-Unis où il était soigné après avoir été, selon lui, torturé en détention en Ouganda, Bobi Wine a publié une série de photos retraçant chaque étape de son voyage sur les réseaux sociaux. Ses partisans, sympathisants et journalistes n'ont pas pu accéder à l'aéroport car la police a formellement interdit tout rassemblement, laissant place à beaucoup de spéculations. D'après Nicolas Opio, un de ses avocats et défenseurs des droits de l'homme, Bobi Wine est bien arrivé à son domicile en début d'après-midi sous escorte policière.
La commission électorale au Togo a créé la surprise en annonçant cette semaine non pas une mais 3 élections avant la fin de l'année. Il y a tout juste un an, une marée humaine s'était emparée des rues de Lomé et de plusieurs grandes villes du nord du pays à l'appel de la coalition de l'opposition pour demander la démission du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Les négociations se sont achevées avec un goût amer pour l'opposition après la recommandation des chefs d'État de la CEDEAO encourageant les autorités à organiser les élections avant la fin de l'année. Mais la Commission électorale nationale est allée encore plus loin mardi, annonçant un référendum ainsi que les élections locales pour le 16 décembre, en plus des législatives officiellement prévues le 20 décembre. L'opposition a dit redouter des fraudes dans le contexte de crise actuelle, mais n'a pas vraiment d'autre choix que de participer aux législatives si elle veut avoir une chance de peser au Parlement. La circulation nocturne des engins à 2 et 3 roues est désormais interdite dans l'est du Burkina Faso. C'est une décision consécutive aux attaques djihadistes récurrentes dans cette zone du pays. La nation sahélienne frontalière du Mali et du Niger est confrontée depuis 3 ans à des attaques terroristes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Dimanche dernier, 9 civils ont été tués dans une attaque visant 2 localités de la région de l'Est. Les assaillants se déplaçaient à l'aide de motocyclettes. De nombreuses attaques et explosions d'engins artisanaux visant les forces de l'ordre se sont produites ces derniers mois dans l'Est. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a promis le 8 septembre dernier de nouvelles dispositions sécuritaires pour éradiquer le fléau du terrorisme après une série d'attaques dans l'est du pays qui a fait une vingtaine de morts en seulement un mois. La Rwandaise Louise Mushikiwabo, candidate à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, s'est dite forte de nombreux soutiens et confiante dans l'issue du scrutin organisé en octobre en Arménie. Prévu les 11 et 12 octobre dans la capitale arménienne, la diplomate rwandaise de 57 ans a notamment reçu l'appui du président français Emmanuel Macron, désireux de voir la direction de l'OIF revenir à un Africain. J'ai beaucoup de soutien pour ce poste et pas seulement au niveau du continent africain, a assuré la chef de la diplomatie rwandaise qui fait figure de favorite face au secrétaire général sortante, la Canadienne Michaëlle Jeanne, candidate à sa propre succession. Elle s'est également vue assurer en juillet du soutien collectif des dirigeants de l'Union africaine. Le président du Rwanda, Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, a jeté tout son poids derrière la candidature de Mme Mushikiwabo. Pas de changement de constitution en Mauritanie. C'est ce qu'a déclaré le président Mohamed Ould Abdelaziz lors d'un discours très attendu. Appelé à se présenter alors que la loi l'en empêche, le chef de l'État assure qu'il ne sera pas candidat en avril prochain. Son discours était très attendu ce jeudi 20 septembre au soir, après les élections locales, régionales et législatives, largement remportées par son parti l'Union pour la République. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz s'est exprimé longuement à la télévision. Cela ne va pas arranger les relations entre la Chine et les États-Unis. Les Américains ont décidé de sanctionner une unité de l'armée chinoise pour avoir acheté des armes russes. C'est la première fois qu'une entité étrangère est ciblée dans le cadre de cette loi qui interdit toute transaction avec Moscou en matière d'armement. L'unité de l'armée chinoise et son directeur sont sanctionnés pour avoir acheté aux Russes 10 avions de combat et des équipements liés aux missiles solaires. Ils n'auront plus accès au système financier américain et ne pourront plus exporter aux États-Unis. Ces mesures sont prises en vertu d'une loi qui prévoit de punir toute transaction militaire avec Moscou. Voté l'année dernière à une écrasante majorité, le texte n'a jamais été appliqué. Il était jusqu'à présent jugé assez dissuasif. Les États-Unis ont aussi annoncé avoir placé 33 personnes supplémentaires sur la liste noire des entités avec lesquelles toute transaction militaire est interdite sous peine de sanctions. Cette liste comprendra désormais 72 noms, dont ceux des principales sociétés russes d'armement. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif la télévision. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Au revoir.